Maintenant, il faut aussi savoir être original et se différencier. Quand je demande à mes amis qui ne sont pas dans l'immobilier, qu'est-ce que vous pensez des professionnels de l'immobilier? Qu'est-ce que vous pensez des agences immobilières? Qu'est-ce que vous pensez des conseillers immobiliers? La réponse que j'ai le plus, c'est c'est tous les mêmes. On n'arrive pas à faire la différence entre tous ces êtres humains qui travaillent dans le même secteur. Et c'est une réalité. Alors qu'avec un tout petit peu d'originalité, vous pourriez vous différencier et être ce professionnel qui travaille de cette manière-là. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Désolé pour les quelques minutes où on a dû gérer un petit peu la technique, mais tout s'est bien passé. Normalement, ça devrait aller. Bon, j'ai déjà été présenté par Sébastien Tedesco ce matin, qui a dit que fallait mieux me suivre sur les réseaux sociaux que me suivre en soirée. Donc là, je suis sur ce moment-là. Je trouve pas la zapette pour pouvoir changer les... Non, c'est celle de la salle. C'est pas grave, je vais meubler en attendant qu'on la retrouve. Je me présente rapidement. Vincent Le Camus, du coup. Voilà. Parfait. Je suis un des fondateurs d'Imo2. Imo2, ça va faire bientôt 15 ans qu'on fait une veille internationale pour donner les meilleurs outils, les meilleures méthodes, les meilleures pratiques, les meilleures innovations aux professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis très content d'être là. Et je suis très content surtout d'être devant tant de conseillers immobiliers. Parce que le propre du conseiller immobilier, c'est de donner du conseil. Sauf que aujourd'hui, c'est un événement où on inverse les rôles. Et donc, on va inverser les rôles et c'est moi qui vais vous donner des conseils. Je vais même vous donner 50 conseils pour booster votre business immobilier en 50 minutes. J'imagine qu'il y en a 2-3 qui sont bons en calcul mental dans la salle. 50 conseils en 50 minutes, ça fait un conseil par minute. Du coup, ça va aller très vite. Mais je vais vous mettre à l'aise tout de suite, à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir tout télécharger, tous les documents qui sont dans la présentation. Vous allez pouvoir télécharger la présentation et vous allez même avoir accès à des ressources supplémentaires pour pouvoir retravailler les conseils que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, tranquille, on prend le temps, on écoute, mais ça va quand même aller un petit peu vite. Et on va commencer tout de suite avec des conseils sur les messages publicitaires. Pourquoi la publicité en premier? Tout simplement parce que le propre du conseiller immobilier, c'est de faire la publicité des biens de ses clients. Et c'est grâce à ça qu'on gagne de l'argent. Et donc, c'est important de s'adapter à la publicité qui a beaucoup changé. Et la publicité, elle a beaucoup changé, notamment avec des marques comme Coca-Cola, comme Nike ou comme Apple. Par exemple, si je demande dans la salle aujourd'hui, qui connaît la puissance de du processeur de son téléphone portable? Exactement. Par contre, tout le monde sait qu'il prend des superbes photos. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, des marques comme Apple, elles se focalisent sur le bénéfice que va tirer le client. Et dans l'immobilier, ça doit être pareil dans la publicité. Si vous voulez capter l'attention de votre client, il faut l'aider à se projeter. Et typiquement, je ne parle pas des annonces immobilières où là, il faut mettre tous les critères, mais sur les flyers, sur les publicités que vous faites dans les magazines, sur les réseaux sociaux, focalisez-vous sur le bénéfice du produit. Si c'est un bien avec un beau jardin, une belle cuisine, aidez-les à se projeter dans ce joli bien pour faire la différence. Alors là, c'est facile. On a une jolie cuisine, il y a une superbe photo, c'est facile de l'aider à se projeter. Est-ce que c'est aussi facile pour un bien qui est complètement détruit? Ça peut l'être. Et si le bien, la décoration laisse à désirer, il y a aussi des solutions. Et même si le bien est tout petit, en réalité, il y a des solutions pour vous focaliser sur le bénéfice que va tirer le client du produit immobilier. C'est grâce à ça que vous allez l'aider à se projeter. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir commencer à faire de la publicité.
Et cette publicité, je vous donne un conseil qui est certainement le meilleur conseil de cette conférence. Soignez le design de vos publicités. Je vous ai parlé tout à l'heure de Coca-Cola, de Nike, d'Apple. Leurs publicités, elles sont jolies. C'est beau. Les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous allez travailler, elles voient aussi ces publicités. Vous êtes en concurrence avec ces marques-là. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un particulier reçoit à peu près 3000 messages publicitaires par jour. Si les 2999 ils sont au niveau de Coca-Cola et que le vôtre, il n'est pas au niveau, bah, ça va créer de la déception et ce sera un coup dans l'eau, voire des clients qui reviendront plus jamais travailler avec vous. Donc soignez le design de vos publicités et une fois que vous avez compris ça, focalisez-vous sur le visuel. Que se passe-t-il? On part en live, c'est pas grave. Focalisez-vous sur le visuel. Le visuel de vos publicités, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Tout simplement, vous savez très bien aujourd'hui que si jamais un client s'arrête sur votre flyer 2 fois plus de temps qu'il s'arrête sur le flyer de votre concurrent, c'est simplement parce qu'il y a un beau visuel. C'est grâce au visuel aussi qu'on arrête de scroller quand on est sur les réseaux sociaux. C'est un beau visuel qui va attirer l'œil. Et on a trop tendance à mettre énormément de descriptions sur les publicités, mettre toutes les informations. Ça, c'est pour les annonces immobilières, c'est pas pour les publicités. Donc focalisez-vous sur le visuel, c'est grâce à ça que vous ferez la différence. Ça, c'est pour la base. Maintenant, il faut aussi savoir être original et se différencier. Quand je demande à mes amis qui ne sont pas dans l'immobilier, qu'est-ce que vous pensez des professionnels de l'immobilier? Qu'est-ce que vous pensez des agences immobilières? Qu'est-ce que vous pensez des conseillers immobiliers? La réponse que j'ai le plus, c'est tous les mêmes. On n'arrive pas à faire la différence entre tous ces êtres humains qui travaillent dans le même secteur. Et c'est une réalité. Alors qu'avec un tout petit peu d'originalité, vous pourriez vous différencier et être ce professionnel qui travaille de cette manière-là. Donc soyez original. Et je vous ai mis un exemple avec cette agence qui s'appelle Bumper à Lyon, où pour chacun des biens immobiliers qu'ils vendent, ils mettent un nom qui part d'un concept, d'une sensation qu'ils ont eu dans le bien. Alors il y a des biens qui vont s'appeler Captain, Jazz, Birdie. Là, typiquement, pour Birdie, tout le concept est autour des oiseaux. Donc la décoration, vous l'avez vu, c'est un tableau avec un oiseau dessus. La description, c'est s'asseoir sur le balcon et écouter les oiseaux chanter en admirant la basilique Fourvière. Bref, une vraie différenciation. Et en fait, ça en fait une agence immobilière unique. Et si vous discutez avec n'importe quel agent immobilier lyonnais autour d'un verre de Boompu, il vous dira que c'est une agence immobilière que tout le monde connaît. Donc, soyez original et faites-vous plaisir. On a trop tendance à dire que l'immobilier, c'est un métier qui est sérieux. Donc, il faut rester sérieux dans l'ensemble de ses communications. C'est clairement difficile de se lâcher un petit peu dans sa communication et de se faire plaisir. Parce qu'il y a une espèce de peur du flop. Cette espèce de peur du flop, de passer pour un idiot. Mais le propre du flop, c'est que personne ne voit ce que vous avez fait. Et notamment sur les réseaux sociaux. Si votre post il fait un flop, personne ne l'aura vu, donc c'est pas grave. Tentez des choses. Parce que de l'autre côté, on n'a pas envie de bosser avec des gens qui ne prennent pas de plaisir dans leur travail, dont on ne ressent pas qu'ils ont du plaisir à travailler. Donc si vous voulez transformer des clients, il faut qu'ils voient que vous fassiez plaisir dans vos communications. Et surtout, vous allez toucher des clients qui vont aimer votre communication, donc ce sera beaucoup plus facile de bosser avec eux. C'est des gens qui voudront bosser avec vous. Donc faites-vous plaisir dans la communication, trouvez votre singularité pour pouvoir faire la différence dans la publicité. Enfin, dernier conseil sur la publicité, très simple. Le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire aujourd'hui dans votre communication, c'est la qualité de vos photographies. Bon alors, pour les biens immobiliers, j'en parle même pas, même si on pourra en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je trouve ça inadmissible qu'il y ait encore des professionnels de l'immobilier qui ne fassent pas des photos qui soient professionnelles. Sujet clos. Même pour votre image personnelle. Pour vous, en photo, vous allez pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de vos supports de communication. Aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les flyers, dans les boîtes aux lettres, dans le 4x3 qui est dans la ville. Et en fait, les gens vont vous voir partout. Ils vont vous voir online, offline, sur le terrain. Et ils vont vous voir dans la rue, à côté de chez eux. Et en fait, ils feront le lien automatiquement. Et au bout d'un moment, vous serez dans la tête de ces gens-là le jour où ils voudront vendre un bien immobilier.
Meilleur investissement en communication, et ça me fait passer justement à l'étape d'après, qui est la communication. En fait, c'est vraiment l'étape d'après la publicité. Réussir à maîtriser sa communication. Et qui dit maîtriser sa communication, dit stratégie de communication. Et pour une bonne stratégie, il faut définir des objectifs. Vous connaissez certainement cet acronyme SMART qui permet de savoir si votre objectif il est bien défini ou non. Je vais juste m'attarder sur 2 lettres. La première lettre, c'est le M. Le M de mesurable. Vos objectifs doivent être mesurables. Il ne doit pas y avoir de doute sur le fait d'avoir réussi ou non votre objectif. Parce qu'un objectif à peu près, ce n'est pas un objectif. Et je m'attarde aussi sur le T, et je pense que c'est vraiment l'élément essentiel de la définition d'un bon objectif, c'est que vous devez définir une échéance. À quelle date vous allez vérifier que vous avez atteint votre objectif ou non. Parce qu'un objectif sans date d'échéance, c'est presque un rêve, c'est un objectif que peut-être un jour je vais atteindre, qui sait. Donc la réalité, c'est que vous devez définir des objectifs qui sont mesurables et vous donner des échéances pour vérifier que vos actions de communication, elles ont bien fonctionné. Une fois que vous avez défini le bon objectif, vous allez pouvoir définir des indicateurs clés de performance. Vous l'avez peut-être vu, il y avait une feuille de route qu'on met à disposition, que vous pourrez télécharger à la fin de la conférence, dans lequel on vous donne un peu les objectifs pour s'organiser, pour savoir combien de rendez-vous faire pour pouvoir atteindre tel chiffre d'affaires. Parce que l'indicateur clé de performance numéro 1, c'est le chiffre d'affaires. C'est ce que vous allez rentrer, ce qui va vous permettre de nourrir votre famille, de nourrir vos enfants. Donc c'est ce qu'il y a de plus important. Mais il y a plein d'autres indicateurs clés qui sont très importants. Et notamment en communication, il y a le nombre de contacts que génèrent vos actions de communication, le coût moyen du contact et le coût moyen d'une vente. Il faut que vous maîtrisiez ces sujets-là pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur est-ce que j'investis à tel endroit, est-ce que j'arrête d'investir à tel endroit. C'est que comme ça que vous pourrez ensuite appliquer des règles comme cette règle qui est l'une de mes règles préférées, la règle des 70-20-10. Aujourd'hui, je conseille à tout le monde qui veut maîtriser sa communication de passer 70% de son temps et de son budget dans des choses qui fonctionnent et que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est votre pain quotidien, comme disait ce matin Sébastien Tedesco. C'est ça qui vous amène votre business au fur et à mesure. Ensuite, vous mettez 20% dans des choses que vous savez qui fonctionnent parce que vous avez vu un collègue le faire, vous avez vu quelqu'un sur votre terrain qui fait le même genre de choses et que ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est les 20% qui vous permettent de rentrer en amélioration continue, de toujours amener de nouvelles cordes à votre arc pour jamais manquer de cordes le jour où il va falloir tirer. Et enfin, les 10% qui restent, vous devez les investir dans des choses qui ont énormément de potentiel. Qui dit énormément de potentiel dit énormément de risques. Mais c'est le jeu. Vous allez perdre plein de fois. Par contre, quand vous allez gagner et que vous allez réussir à trouver quelque chose qui fonctionne vraiment bien, vous allez passer un palier. Et la plupart des gens que je connais qui ont passé des paliers, c'est grâce à des prises de risques qu'ils ont fait dans leurs investissements et qui ont mis en place de nouvelles choses. Et j'ai d'ailleurs un exemple en fin de conférence sur ce sujet-là. Bref, retenez la règle des 70-20-10 pour pouvoir améliorer continuellement votre communication. Par contre, si vous mettez en place ce type de règle, je réinsiste là-dessus, mais vous devez mesurer votre retour sur investissement de l'ensemble de vos actions de communication. Aujourd'hui, dans la salle, qui sait, par action de communication, le retour sur investissement, combien de contacts est généré? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont au courant de ces chiffres-là? C'est pas la peine d'éclairer, il n'y a pas beaucoup de mains levées, j'en ai vu 3 ou 4 sur l'ensemble de la salle. Donc je dirais un bon 2% de la salle. Les 98% des autres qui n'ont pas levé la main, je vous invite, alors peut-être pas dès demain, parce qu'il y a encore une journée de conférence, mais dès la semaine prochaine, à vous acheter un cahier, un stylo, et l'ensemble des contacts qui vous appellent, qui vous contactent par les formulaires que vous avez mis en place, peu importe, tous ces contacts-là, vous leur posez une question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de me contacter? Ce sera leur souvenir, ce sera peut-être pas l'ensemble des choses qui leur a donné envie de vous contacter, mais ce sera au moins un premier indicateur sur les actions de communication qui fonctionnent. Et à la fin du mois, vous saurez les actions de communication qui fonctionnent et vous saurez dans lesquelles il faut arrêter et si vous pouvez mettre en place des choses. Et au bout de 3 mois, je pense, d'un trimestre à peu près, vous pourrez commencer même à comptabiliser les actions de communication qui vous ramènent des ventes. Ça, c'est pour maîtriser sa communication. Maintenant, il y a un autre aspect de la communication, c'est sur quoi on communique.
eh ben, on communique à fond sur ces biens stars. Pour moi, c'est un des sujets numéro 1. Pendant que je préparais la conférence, j'étais en train de m'entraîner chez moi à vous parler. Il n'y avait pas vous, c'était la seule différence. Juste après, je suis allé sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est une vraie histoire. J'ouvre mon LinkedIn et là, je vois une dame, conseillère immobilière. Trop contente, j'ai vendu son appartement en 5 jours. J'ai même pas eu besoin de faire de la publicité dessus. Et franchement, c'est hyper bien. C'est hyper bien pour le vendeur. Il l'a vendu en 5 jours. Je pense qu'il était content. C'est hyper bien pour l'acheteur. Il a profité d'un bien qui était off-market. C'est hyper bien pour la dame en question. Elle a touché des honoraires, c'est jamais désagréable. Mais par contre, il y a un énorme manque à gagner. Si c'est un bien qui part en 5 jours, c'est certainement un bien qui va attirer beaucoup de monde. Et vous le savez quand vous rentrez ce type de mandat. Rentrez un mandat qu'on appelle une propriété star, qui est magnifique, qui est au prix, qui est facile à vendre, qui est au bon emplacement. C'est une victoire en soi. Pourquoi vous ne communiquez pas dessus à fond? Pourquoi ne pas communiquer dessus à fond? Ça aura 2 impacts. Première chose, si c'est un bien qui intéresse tout le monde, bah du coup tout le monde va le voir. Donc tous les propriétaires de votre zone de chalandise, ils vont se dire « Ah, ce mec-là ou cette femme-là, elle bosse hyper bien ». Et du coup, ça va ancrer petit à petit dans la tête des propriétaires de votre zone de chalandise que vous êtes quelqu'un qui bosse bien. Mais le deuxième impact, c'est que tous les acheteurs qui sont dans la fourchette de prix du bien immobilier star en question, ils vont voir le bien et ils vont potentiellement vous contacter. C'est un aimant à prospects incroyable. Et vous, votre objectif en tant que pro de l'immobilier, c'est d'identifier tous les prospects chauds sur votre zone de chalandise. Donc communiquer à fond sur vos propriétés stars, déjà, c'est une victoire. Et donc il faut valoriser ces victoires, valoriser ces succès et utilisez-le pour du sac de miel. Pardon. Un aimant à leads. Je parlais de valoriser ses témoignages et ses succès. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément exploité à sa juste valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Bon, il y en a qui n'ont pas peur et qui communiquent trop et que sur ça. Ça, on va en parler dans la deuxième partie de la conférence. Je parle de ceux qui ont peur de valoriser leurs témoignages et leurs succès. Je peux comprendre. Personne n'aime... Enfin, il y en a qui aiment bien se vanter, mais la plupart des gens n'aiment pas trop se vanter. On a peur de passer pour cette personne qui se la raconte. Sauf que la réalité, si vous vous mettez à la place du prospect, moi, je connais aucun particulier qui veut bosser avec un agent immobilier qui ne vend pas. Alors peut-être que vous vendez mais que vous ne le dites pas, mais lui dans sa tête, bah, vous êtes juste un agent immobilier qui ne vend pas. Donc pensez à valoriser vos témoignages, vos succès, le fait que vos clients ils soient contents, parce que c'est comme ça qu'on ancre dans la tête le succès des potentiels prospects, et c'est comme ça que demain vous êtes contacté pour faire une estimation, rentrer un mandat. Et grâce à ça, vous aurez plein de clients. Sauf que pour avoir plein de clients, il faut avoir le temps de les traiter. Et donc, je vais faire une petite parenthèse sur comment optimiser votre temps en tant que conseiller immobilier. Petite parenthèse qui commence par une autre parenthèse, la gestion des clés. Je vais vraiment aller très vite là-dessus, mais s'il y a n'importe quelle personne dans la salle qui s'est retrouvée confrontée sur l'année à un problème de gestion des clés, mettez en place un système, une bonne fois pour toutes. Une boîte à clés, il y a plein d'applications, des KeyZap, des MyLobby qui permettent de faire super bien les choses. Bref, réglez ce problème une bonne fois pour toutes, vous n'avez aucune valeur ajoutée à savoir où sont les clés. Parenthèse terminée, voilà 8 outils pour automatiser vos tâches. Alors je ne vais pas tous les présenter parce qu'il y en a qui sont d'un niveau un peu geek, on l'a mis d'ailleurs entre parenthèses, on a même des ultra geeks pour les plus fous d'entre vous. Je vais juste vous présenter les 2 premiers. Le premier, c'est Expensify. C'est un outil que j'utilise tout le temps. C'est un outil pour sa compta perso. Dans mon téléphone portable, j'ai une application où je peux, à chaque fois que je fais une dépense, donc un resto, quand je vais m'acheter un cahier pour noter d'où viennent mes prospects, quand je vais à la poste, et ben je prends en photo mon ticket de caisse ou ma facture et automatiquement, ça va mettre le hors-taxe, le TVA, le TTC, toutes les informations dont mon comptable a besoin. Ça va catégoriser la dépense. Et ça envoie automatiquement un fichier Excel à la fin du mois à mon comptable. Fin. C'est la seule chose que je fais pour ma compta perso. Le deuxième outil, c'est Buffer. Il y en a d'autres. Il y a Outsuite, il y en a plein. Moi, Buffer, c'est un outil que j'utilise beaucoup. En fait, c'est un outil juste qui permet de programmer automatiquement des posts sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que ça me prend une demi-heure, 1 heure par semaine quand j'ai envie de faire beaucoup de posts à juste
programmer mes posts pour toute la semaine et après, j'en entends plus parler et juste, je viens mettre des photos quand le moment s'y prête et ainsi de suite. Bref, quelque chose qui fait gagner un temps fou pour tous les autres. Vous les aurez dans la presse à télécharger. Moi, je suis un immense fan de Notion. Je suis en train de tester le N8N, le petit dernier, mais c'est vraiment pour les ultra geeks. Bref, vous pourrez télécharger tout ça et regarder ce qui vous intéresse si ça peut résoudre des problèmes que vous avez. Maintenant, le vrai problème que vous avez à résoudre, et la plupart des gens ont ça, on a tous cette espèce de rêve d'arriver à 0 mail. Et la réalité, c'est qu'on a toujours des notifications avec des chiffres où on n'a même plus envie d'ouvrir sa boîte mail. Alors, je vais vous donner quelques tips, quelques astuces pour réussir à s'approcher des 0 mail. On va enlever des mails qui sont un peu moins utiles. La première typologie de mail qui n'a plus rien à faire dans la boîte mail aujourd'hui avec les outils qui existent, c'est les mails que j'appelle internes. Si vous bossez en agence immobilière, si vous bossez en petite équipe sur un secteur, vous avez l'habitude de vous envoyer plein de mails en interne. Et en fait, ces mails-là, ils viennent polluer votre boîte mail. Mais ça peut être la même chose avec un diagnostiqueur avec qui vous bossez beaucoup, ça peut être la même chose avec un courtier avec qui vous bossez beaucoup, peu importe. Dès que vous avez beaucoup d'échanges de mails avec une personne, privilégiez les applications de messagerie, c'est fait pour ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont déjà bien organisés, mettez en place un Slack. C'est ultra efficace, si c'est bien organisé, on retrouve beaucoup plus facilement ces documents et tous les mails internes ne viennent pas polluer votre boîte mail. L'autre typologie de mail que vous avez beaucoup, en tout cas je l'espère, et qui vient dans votre boîte mail, c'est les mails, on va dire, commerciaux. Les mails pour rentrer du business ou les mails de suivi de l'ensemble de vos clients. Dès que vous arrivez à un niveau de business suffisant, nous on utilise un outil qui s'appelle Intercom, il y a son concurrent Front, c'est assez génial. En fait, tous les messages qui viennent sur les adresses mail dédiées qu'on a mis en place, sur les formulaires de contact qu'on a mis en place, qui viennent de Facebook, qui viennent de Twitter, qui viennent de LinkedIn, tout est centralisé à un seul et même endroit, dans cet outil Intercom. Et derrière, mon équipe peut facilement répondre aux messages, se partager les messages, taguer la bonne personne, se mettre des rappels, il y a tout le suivi des discussions avec l'ensemble des personnes. Donc c'est quelque chose d'hyper efficace qui me fait gagner un temps fou. Et surtout, ce sont des mails qui ne viennent pas polluer ma boîte mail. Du coup, dans ma boîte mail, il me reste que les sujets chauds que je dois traiter. Et pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Spark. C'est un peu le Gmail un peu plus, qui permet de faire plus de choses. Et je peux notamment programmer des actions en fonction du swipe, le fait de balayer à droite ou à gauche sur un téléphone. Et en fait, vous avez, pour moi, il y a 4 typologies de mails. C'est les mails où c'est juste une information que vous deviez prendre. Donc là, je fais un swipe à droite, j'archive le mail, j'ai pris l'information. Il y a le mail auquel vous pouvez répondre en 2 minutes. Bah, répondez-y, prenez 2 minutes et répondez-y tout de suite, ce sera fait. Et après, il y a une 3e typologie de mail. La 4e, c'est vraiment, moi, c'est ma veille, mais il y a des choses que vous devez ranger dans des dossiers, que vous devez conserver quelque part. Donc ça, il y a des actions aussi que vous pouvez programmer là-dessus. Mais il y a surtout une typologie de mail qui est la plus embêtante. C'est celle qui vous prend un petit peu plus de temps pour répondre, mais surtout, vous ne pouvez pas y répondre tout de suite. Et ça bloque les boîtes mail. Et c'est ça qui fait qu'on a des chiffres de fou à la fin. Et du coup, là, j'ai une petite action hyper simple où je balaye à gauche et je peux me renvoyer le mail pour quand je pourrai répondre à ce mail-là. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est tout simplement que moi, grâce à cette stratégie-là, tous les vendredis à 16 h, je finis avec 0 mail dans ma boîte mail. Et si un jour vous arrivez à faire ça, pour ceux qui arrivent le savent, il y a un côté un peu... alors, j'ai jamais fait de yoga, mais j'imagine qu'on ressent la même chose après le yoga. Il y a un truc où... on peut partir en week-end, c'est génial, j'ai plus rien à traiter. Et ça va vous faire gagner un temps fou. Ça va vous faire gagner un temps fou, et ce temps-là, je vais vous inviter à le perdre. Je conseille à tous les professionnels de l'immobilier de prendre 1 à 2 heures par semaine pour améliorer ces process. Vous prenez une feuille, un stylo, 1 à 2 heures par semaine, et vous notez toutes les actions que vous avez trouvées chronophages. Toutes les actions sur lesquelles vous pensez que vous n'avez pas de valeur ajoutée. Toutes les actions que vous avez dû faire 2, 3, 4, 5 fois dans la semaine. Toutes les actions qui vous ont généré du stress. Et toutes ces actions-là, en face, vous mettez une solution potentielle.
et vous profitez du temps qui vous reste pour commencer à mettre en place des solutions pour que dès la semaine prochaine, vous puissiez, quand vous allez ressortir cette feuille-là, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que cette automatisation, elle fonctionne? Est-ce que j'ai bien trouvé quelqu'un pour déléguer cette tâche-là et cette tâche-là? Et c'est que comme ça que vous pourrez vous concentrer sur votre efficacité. Et la réalité, c'est que si vous commencez maintenant, dans 6 mois, vous aurez pris énormément d'avance et vous serez beaucoup plus concurrentiel et efficace que n'importe lequel de vos concurrents qui n'est pas rentré dans un process où il essaye d'améliorer continuellement son business. Dernier point sur l'optimisation du temps. J'ai fait cette conférence il y a 2 semaines exactement. Et après avoir discuté avec plein de gens, on se demandait vraiment c'est quoi le truc qui fait gagner le plus de temps? Comment on peut vraiment optimiser son temps? Parce que ça c'est bien, c'est des petites choses qui vont vous permettre au fur et à mesure d'être de plus en plus efficace, mais qu'est-ce qui peut vraiment vous aider à optimiser votre temps? Et j'ai fini par trouver en y réfléchissant bien. Et en fait, je vais vous apprendre un mot. C'est un mot que vous connaissez certainement. C'est un mot que j'aimerais que mes enfants prononcent beaucoup moins. C'est le mot non. C'est 3 lettres, mais qui sont toutes bêtes et qui vont vous permettre de... Habituellement, on dit dites non aux projets qui vont vous faire perdre du temps. Vous accaparez du temps et vous défocus. Et la réalité, c'est que pour l'agent immobilier, ce non, c'est quoi? C'est refuser un mandat qui est trop cher et que vous n'allez pas sortir. C'est refuser le mandat simple, de manière générale. Alors, on peut être drastique ou on peut ne pas l'être, mais la réalité, c'est que si vous avez que des mandats exclusifs, vous allez être beaucoup plus confortable. On en a parlé ce matin. Donc, c'est savoir dire non à un client où vous savez que ça va être relou de bosser avec lui. Il va vous prendre toute votre énergie et vous n'aurez pas l'énergie pour traiter les autres clients. Donc, sachez dire non à tous ces projets-là. C'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. On commence par quoi? Parce qu'il faut du stock. On sait qu'il faut du stock pour pouvoir vivre dans l'immobilier. Et c'est difficile de rentrer du stock. Et donc, du coup, on rentre beaucoup de stock, sauf qu'après, on n'a plus de place et plus d'énergie pour traiter les clients. Et en fait, on n'arrive jamais à mettre en place une clientèle, enfin un travail avec une clientèle agréable. Moi, je pense que ça commence par dire non, refuser tous ces mandats-là. Ça prendra un petit peu plus de temps. Ça vous prendra un petit peu plus de temps, mais à la fin, vous n'aurez que du temps de qualité avec des clients de qualité. Et il y a un autre sujet, c'est que si vous prenez tous les clients et que vous n'arrivez pas à sortir les mandats, que vous créez de la frustration et compagnie, bah derrière, vous aurez plein de clients insatisfaits. Alors que si vous rentrez que des clients où vous êtes sûr que ça va bien se passer, et ben vous allez avoir que des clients satisfaits et le bouche à oreille sera bien meilleur. Et c'est vraiment pour moi un enjeu majeur pour vous faire gagner du temps. Maintenant que vous savez comment gagner du temps, on va passer à la partie génération de prospects. Et quitte à ne rien vous apprendre, mais pour générer des prospects, il n'y a pas de secret. Les fondamentaux, ça reste la base. Prospection terrain, boitage, fiche téléphonique. Après, c'est selon les goûts, mais il faut au moins faire une partie de ça pour rentrer du business. Et après, animation de son réseau de prescripteurs, animation de son réseau d'anciens clients. Vous devez vous focaliser là-dessus pour rentrer du mandat. C'est vraiment le nerf de la guerre et la base. À tel point que nous, chez Immo2, on a une partie e-learning où on travaille avec les meilleurs experts pour faire les meilleures formations du marché. En tout cas, on essaye. Et quand on a bossé sur la prospection, on a fait appel à quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Romain Cartier. Et on en est arrivé à la conclusion que pour un négociateur débutant, c'est 80% de son temps qu'il doit passer en prospection. Parce que c'est clairement le nerf de la guerre. Mais même pour un expert, on considère que c'est 50% de son temps qu'on doit passer en prospection. Alors la prospection, elle change un petit peu de visage en fonction de l'expertise, mais la personne qui ne fait pas son boulot, comme vous le savez, le boulot que vous faites aujourd'hui dans l'immobilier, vous allez récolter les fruits dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et là, aujourd'hui, où le marché s'inverse sur certains secteurs, ceux qui n'ont pas fait le boulot des 50%, ça va être un petit peu plus compliqué. On va devoir rentrer dans les 80% pour réalimenter son business, on va prendre une petite dose de stress. Donc, focalisez sur la prospection pour entrer du mandat et surtout définissez clairement les créneaux de prospection pour être sûr de pouvoir les faire, parce qu'on a toujours une bonne excuse pour ne pas faire de la prospection. Là, il y a un calendrier emploi du temps que vous allez pouvoir télécharger à la fin de la présentation aussi pour pouvoir justement caler ces créneaux-là, les respecter et rentrer plus de mandats. Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et il y a un troisième fondamental qui est arrivé aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, c'est votre réputation en ligne. N'importe lequel des prospects qui va avoir votre numéro de téléphone ou votre nom, la première chose qu'il va faire, et c'est vraiment la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va taper votre nom,
et votre prénom sur Internet. C'est la première chose qu'il va faire. Votre nom, votre prénom immobilier, votre nom, votre prénom, votre secteur. Et les 3 premiers liens qui ressortent, c'est l'image que vous renvoyez. Donc je vous invite tous à le faire, l'exercice, et à aller regarder l'image que vous renvoyez à l'ensemble de vos clients. Peut-être que c'est là où le bas blesse pour rentrer un petit peu plus de clients. En tout cas, vous devez maîtriser votre image. Si elle n'est pas bonne, vous devez la changer. Et si jamais ce n'est pas vous qui apparaissez en premier, parce que vous avez un homonyme ou pour tout un tas de raisons, mon conseil, c'est d'aller sur LinkedIn, vous mettez à fond, à jour votre présentation, et après, vous la changez toutes les 2 semaines. Et en l'espace de quelques mois à peine, vous allez passer en première position. C'est hyper efficace. Donc, maîtrisez ces fondamentaux-là pour rentrer du business. Après, maintenant, on est en 2022, il y a 2-3 techniques qui fonctionnent, même si ce n'est pas aussi facile à mettre en place que veulent bien le vendre beaucoup de vendeurs de rêves sur les internets. Le fait est que la génération de prospects online, ça fonctionne. Mais par contre, ça génère beaucoup de prospects et du coup, il vous faut du temps pour traiter ces prospects-là. Si vous n'avez pas ce temps et ce process pour traiter les prospects, ça ne sert à rien de mettre en place ce dont je vais vous parler dans les 4 prochains slides. Je vais vous parler de la génération de prospects en ligne. Je vais même vous parler du triptyque le plus connu dans la génération de prospects en ligne. C'est publicité. L'objectif de la publicité, c'est de faire cliquer quelqu'un pour qu'il vienne sur une page. Cette page, elle a un seul objectif, c'est de récupérer les coordonnées du prospect qui est intéressé par ce que vous avez à lui vendre. Et ensuite, ces coordonnées, vous allez les mettre dans une base de données qui va envoyer automatiquement des mails ou des SMS pour pouvoir préchauffer le client et surtout identifier quand il est chaud avant tous vos concurrents. Et pour ça, donc, il y a plusieurs outils et je vais vous donner un conseil par outil si vous voulez vous lancer là-dessus. Le premier outil, c'est Google, Google AdWords. Vous savez que si vous mettez location appartement Metz, achat appartement Bressuire, achat appartement Nîmes, vous avez des publicités qui apparaissent en haut. Le problème, c'est que si vous mettez par exemple achat appartement Nîmes, et ben, tout le monde met achat appartement Nîmes. Du coup, il y a énormément de concurrence. Et donc, du coup, ça coûte très cher. Mon conseil, c'est de rajouter d'autres mots-clés derrière. De mettre des choses qui sont liées à votre stock, votre typologie de biens que vous travaillez, ou des choses qui sont liées à votre zone de chalandise un peu plus précise. Donc, au lieu de mettre achat appartement Nîmes, vous pouvez mettre achat 2 pièces Tourmagne Nîmes. En fait, plus vous serez ciblé, plus vous aurez des clients qui sont ciblés, mais surtout moins vous aurez de concurrence et donc le clic vous coûtera moins cher. Donc pour commencer, c'est une bonne stratégie pour voir comment ça répond, est-ce que vos outils fonctionnent et ainsi de suite. Et après, si jamais c'est rentable, vous pourrez aller sur des mots-clés qui génèrent plus de trafic. L'autre endroit où on fait beaucoup de publicité et où ça marche très bien, c'est Facebook. Enfin, c'est le réseau Meta, mais notamment les pubs sur Facebook et sur Instagram. La grosse différence avec Google et Facebook ou Insta, c'est que Google, il avait tapé le mot-clé avant. Donc il était déjà dans cette dynamique mentale de projet immobilier. Alors que sur Instagram ou sur Facebook, bah, la personne, elle scrolle, elle voit une vidéo de bébé chat, elle rigole, elle pleure, peu importe. Le fait est qu'elle peut tomber sur votre pub à ce moment-là. Et là, il faut réussir à catcher le client. Il faut réussir à l'attraper et ça se joue sur 2 éléments essentiels, c'est le visuel, on en a parlé tout à l'heure, et l'accroche. Et ben, la chance que vous avez, c'est que sur des réseaux comme Facebook et sur Insta, vous pouvez choisir différentes images et différentes accroches pour une même publicité. Faites-le. Je crois que c'est 4 maximum. Faites-le. Choisissez-en 4 à chaque fois. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait de la publicité et à chaque fois qu'on fait un pari avec mon associé sur la pub qui devrait le mieux fonctionner, eh ben, on se trompe. Donc faites-le parce que c'est vraiment ça qui vous permettra de faire décoller vos publicités. Ces publicités-là, elles ont pour objectif d'amener un clic vers une page. L'erreur que je vois le plus aujourd'hui dans la génération de prospects en ligne, c'est que ça renvoie vers les sites internet, ça renvoie vers une page un peu lambda qui ne transforme pas. Ce qu'il faut mettre derrière, c'est ce qu'on appelle une landing page. C'est une page de transformation qui est dédiée à la transformation. Et pour qu'elle soit bien et fonctionnelle, elle dépend de 4 éléments. 1. Le message que vous avez sur votre publicité et l'offre de valeur doivent être la même sur la landing page. La personne, elle a cliqué pour une raison, elle doit trouver exactement la même information derrière. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul message sur une page de transformation. Dès que vous mettez 2 messages, vous divisez à minima par 50% le nombre de gens qui restent, parce que ce n'est pas clair.
Ensuite, un formulaire de contact pour récupérer les coordonnées, parce que ça reste quand même l'objectif. Par contre, chacun des champs du formulaire doit être justifié. Ne demandez pas l'adresse personnelle de la personne si vous lui donnez des conseils d'achat, par exemple. Il ne verra pas la raison pour laquelle il doit le faire et donc il ne remplira pas le formulaire. Et ensuite, un seul bouton de contact, parce que pour la même raison qu'un seul message, un seul bouton de contact, et c'est comme ça qu'on arrive à transformer. Tous ces contacts, ils vont rentrer, comme je vous le disais, dans vos outils de newsletter, d'emailing, de SMS, pour pouvoir qualifier les gens, et vous pouvez même aller plus loin avec de l'automatisation. Nous, on utilise un outil qui s'appelle ActiveCampaign. Vous pouvez programmer des scénarios incroyables pour réussir à toucher le client en fonction de qui il est. Là, je vous ai mis un exemple de scénario ultra bateau, mais typiquement, si votre client vendeur, il a plus de X mètres carrés dans le tel quartier, vous savez que c'est plutôt une clientèle haut de gamme, et donc vous pouvez le traiter autrement avec une approche un petit peu plus haut de gamme. Mais ça, c'est vraiment la toute première automatisation. Derrière nous, on a des schémas ultra complexes, mais qui permettent vraiment de réchauffer le client et de le toucher de la manière dont il a, on l'espère, envie d'être touché par nos publicités et par nos relances. Votre objectif, c'est de générer un maximum de prospects, d'identifier les prospects qui sont chauds avant tout le monde. Mais il y a enfin une dernière règle, c'est que les clients, il faut les rappeler vite. Parce que les clients qui viennent d'Internet, ce n'est pas les mêmes. Ils sont dans le moment. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois à peine. Sachez que si vous rappelez un client plus de 5 minutes après qu'il ait laissé un contact, vous divisez par 8 vos chances de le transformer. Donc, on peut tous être en rendez-vous chez le notaire, en visite, ou avoir envie de faire la sieste, mais la réalité, c'est que vous devez mettre un process pour pouvoir rappeler vite vos clients en place si vous voulez transformer et rentabiliser l'argent que vous avez mis dans la publicité. Dernier point là-dessus, parce que j'espère que ça va vous ramener énormément de clients. Petite astuce, qui est l'astuce la plus simple à mettre en place de toute la présentation. Vous savez, on a tous dans nos téléphones sa propre fiche, avec son numéro de téléphone, mais personne ne s'auto-appelle. Mais elle a un intérêt, cette fiche, en fait. C'est que si vous mettez toutes les informations de contact, plus potentiellement même des liens vers vos avis clients, vers votre site internet, vers vos annonces dedans, et que derrière votre nom, vous mettez conseiller immobilier ou agent immobilier, bah, la prochaine fois qu'un contact vous demandera une carte de visite, si vous lui donnez une carte de visite, il y a beaucoup de chances qu'elle finisse à la poubelle, même si on a toujours gardé cette habitude-là. Envoyez-lui plutôt votre fiche, parce que vous allez pouvoir rester à côté de lui, vérifier qu'il clique bien 2 fois sur la fiche, et toutes les informations que vous avez mises seront dans son téléphone. Et la prochaine fois qu'il va chercher immobilier dans son téléphone, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, il y aura votre nom, votre prénom qui apparaîtra. Et là, il se dira peut-être, mais c'est vrai qu'il était cool ce conseiller immobilier. Je vais peut-être l'appeler pour l'estimation de mon bien. Si ça vous aide à rentrer 1 ou 2 mandats en plus par an, on ne va pas cracher dessus. Tous ces conseils-là, ils ont pour un seul objectif, c'est de vous créer une grande communauté. Et cette communauté, il va falloir l'animer. Et bien sûr, pour animer la communauté, il n'y a rien de mieux aujourd'hui que les réseaux sociaux. Alors, quels réseaux sociaux? On a mené une étude avec Imo2 qui s'appelle Imopinion. Et on a demandé à plus de 1000 professionnels de l'immobilier quels réseaux sociaux ils utilisaient pour leur business. Sans grande surprise, Facebook reste en tête, même s'il y a une petite décélération depuis quelques mois. Instagram en deuxième. LinkedIn en troisième continue à être utilisé. Il y a une forte progression d'Instagram. Et il y a TikTok qui est en train de monter petit à petit. On va parler de tous ces réseaux-là. Petite stat en plus qu'on a eu aussi dans l'étude. On a demandé quels outils utilisaient le plus les agents immobiliers pour rentrer des mandats. Pour 54% d'entre eux, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est vraiment aussi un outil d'entrée de mandat. On rentre dans le vif du sujet avec Facebook. Facebook, hyper simple, ajoutez l'ensemble de vos clients sur Facebook, ajoutez l'ensemble des gens de votre zone de chalandise sur Facebook, ajoutez l'ensemble de vos prescripteurs sur Facebook. Tout simplement parce que derrière n'importe quelle animation que vous ferez sur les réseaux sociaux et sur Facebook, eh ben, ça les touchera. Donc c'est toujours ça de prix. N'hésitez pas là-dessus, c'est pas... comment dire ? C'est jamais vraiment mal pris d'être demandé en ami si vous connaissez vraiment la personne. Ensuite, je réponds très rapidement à une question qu'on me pose beaucoup, c'est avec quoi je dois être sur Facebook? Est-ce que je dois avoir une fanpage, un profil pro, un profil perso, pas de profil pro? Est-ce que je dois utiliser les groupes Facebook? Je vais vous donner ma vision très simple, vous devez avoir un profil pro.
Après, si vous avez un profil perso où vous vous mettez dans les soirées piscine à 5 h du matin, ça vous regarde. Mais il ne faut pas qu'on puisse vous trouver sur les réseaux sociaux. Vous devez à minima avoir un profil pro. Parce que la même chose qu'ils ont tapé sur Google avec votre nom et votre prénom, ils vont potentiellement aussi la faire sur Facebook. Donc il faut que vous maîtrisiez cette communication. Les fanpages, ça ne sert à rien. En tout cas, au niveau du conseiller immobilier, ça n'a aucun intérêt. Même au niveau d'une agence, j'y crois pas du tout. Par contre, les groupes Facebook, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet et je vais vous raconter 2 anecdotes d'amis agents immobiliers sur les groupes Facebook. La première anecdote, c'est en 2020, au moment où ils annoncent le confinement. J'ai un pote qui bosse à Paris qui a créé un groupe d'entraide parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait certains de ses clients où ils allaient vivre le confinement plus difficilement. Il y avait besoin de faire des courses, ce genre de choses. Donc il a vraiment créé dans cette optique-là, essayé de trouver des gens qui pouvaient s'entraider dans le quartier. Ça a super bien pris. C'était une super initiative. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il a ce groupe-là. Et en fait, le groupe s'est un petit peu transformé au fur et à mesure que, apparemment, le Covid, c'est devenu moins grave, qu'il y a d'autres sujets plus prenants dans l'actualité. C'est devenu un espèce de groupe d'animation de quartier. Ça s'est fait un peu avec le temps. Et lui, en fait, ça reste l'animateur de ce groupe-là. Il est agent immobilier, il n'en parle pas du tout là-dedans. Mais je l'ai eu au téléphone il y a 2 mois et il me disait clairement que ça commençait à lui ramener des mandats. Je crois que ça lui avait ramené 2 mandats et qu'il pensait que ça lui allait lui remporter un 3e. Donc c'est des petites choses en place qui peuvent vous ramener du trafic. Mais le deuxième exemple, parce que je parlais de ça avec lui justement sur son groupe Facebook, c'est un autre exemple d'agent immobilier sur le bassin d'Arcachon, qui avec des potes à lui, ils ont créé le tournoi de descente en caisse à savon de sa ville. Et donc du coup, c'est devenu un événement dans la ville, tout le monde parle que de ça et compagnie. Et lui, en fait, il a créé le groupe Facebook qui va avec cet événement. Et du coup, c'est animé toute l'année. Lui, il est animateur de ce groupe-là. Pareil, il est agent immobilier. Il ne parle pas du fait qu'il est agent immobilier. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il me disait « c'est ma première source d'apport de mandat ». Ce groupe-là, l'événement qui va avec, aujourd'hui, tout le monde me connaît grâce à ça et j'ai énormément de mandats qui rentrent grâce à ça. Et la réalité, c'est que des exemples comme ça, il y en a plein. Sur des groupes d'amicales de la pétanque, sur des groupes d'amicales des animaux dans les quartiers et ainsi de suite. Donc allez sur ces groupes-là, créez des groupes si jamais vous avez une passion que vous voulez partager dans votre quartier et allez jouer sur les groupes qui sont déjà créés. Il y a du business à aller chercher là-bas. Voilà pour Facebook. Je passe rapidement sur Instagram parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le réseau maître. Vous devez être sur Instagram. C'est un réseau qui se prête hyper bien à l'immobilier parce que c'est un réseau d'images et il y a beaucoup de belles images dans l'immobilier. C'est aussi un réseau de lifestyle où on vient et on se met en musique dans sa vie, en images dans sa vie. Et en fait, ce qui est cool, c'est quand vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous traînez beaucoup plus dans le quartier que la plupart des gens qui y habitent. Et donc, ils seront très contents de vous voir, vous prendre en photo dans des endroits qui changent, dans des commerçants qu'ils connaissent, leur donner des idées de sortie, ce genre de choses. Prenez des photos, mettez-vous en musique là-dessus et surtout, géolocalisez ces photos-là. Parce que comme ça, vous serez visible sur votre zone de chalandise et assez vite, vous aurez des gens qui vont vous suivre. Maintenant, de quoi on parle sur les réseaux sociaux à part ce sujet-là? Déjà, je vais vous dire de quoi on ne parle pas. La première chose, c'est qu'on ne poste pas l'ensemble de ces annonces sur les réseaux sociaux. Parce que la problématique, c'est qu'un bien comme celui-là, qui n'est pas terrible, et 99% des gens, ça ne va pas les intéresser. Alors ça peut même créer de la déception vis-à-vis de vous, et de ne plus vouloir travailler avec vous jamais, mais surtout, la plupart des gens vont l'ignorer, et au fur et à mesure, vous allez disparaître des fils d'actualité des réseaux sociaux de ces gens-là. Donc c'est tout à fait dommageable, ne le faites surtout pas. Sur quoi on communique du coup? On communique à fond sur ses propriétés stars. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour les mêmes raisons, mais les réseaux sociaux, surtout, c'est vraiment un endroit où les gens adorent voir des beaux biens immobiliers, adorent voir des belles choses. Donc allez-y à fond sur des photos magnifiques, allez-y à fond sur des vidéos, faites de la vidéo live, testez la visite virtuelle, mettez vos annonces directement pour driver du trafic sur vos sites. Bref, allez-y à fond, testez un maximum de choses, parce que là, ça montrera la qualité de votre travail à tous les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et pour le reste, on parle de son quartier. On parle un petit peu d'immobilier, mais toujours lié au quartier. On ne parle pas que d'immobilier parce que c'est lassant. On n'a pas envie d'être à table avec quelqu'un qui fait que parler de son boulot. Donc, mixer des choses sur la vie du quartier, sur les commerçants, les habitants, tout ce genre de choses. Ajouter le lifestyle que vous pouvez avoir sur Instagram qui peut partir automatiquement sur Facebook. Et là, vous deviendrez quelqu'un d'intéressant qu'on a envie de suivre sur les réseaux sociaux. Petit point,
Juste, j'ai pas parlé des témoignages et des succès sur les réseaux sociaux, et il y a une vraie raison à ça. La vraie raison, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui abusent, et qui mettent « je peux pas, j'ai notaire » tous les 3 jours, et que du coup, ça dessert clairement le message. Du coup, une autre personne dont j'ai déjà parlé m'a donné une petite technique au téléphone il n'y a pas longtemps, encore Romain Cartier, et en fait, je l'ai trouvé tellement cool la technique que je me suis dit « tiens, je vais l'ajouter et je vais en parler aujourd'hui ». En fait, ce qu'il conseille à l'ensemble de ses négos, j'espère que je te dame pas le pion et que tu vas pas en parler après, ce qu'il conseille à l'ensemble de ses négos, t'en parles après? Allez, je te laisse l'anecdote pour toi, juste après, c'est un teasing pour la conférence d'après, il vous donnera la technique en live, ça vient de lui, elle est hyper cool pour valoriser ses témoignages et ses succès sur les réseaux sociaux. Du coup, je passe à la suite et je vais sur LinkedIn. LinkedIn, ça marche hyper bien. S'il y en a qui sont fans de ce réseau social-là, allez-y à fond, c'est le moment où aller à fond dessus. Sauf que la réalité, c'est que je vous conseille plutôt d'être sur Facebook et sur Insta et de laisser LinkedIn de côté. Vous ne pouvez pas mener tous les combats sur les réseaux sociaux de front. Par contre, je vous donne une petite astuce sur LinkedIn que je trouve hyper simple. LinkedIn vous dit automatiquement, vous propose de féliciter les gens qui viennent de changer de travail. Souvent, quand on change de travail, eh ben, y a d'autres changements qui vont avec. C'est l'occasion ou jamais, c'est une bonne raison en fait pour passer un petit coup de fil à la personne, le féliciter, prendre des nouvelles, savoir comment ça va et d'animer son réseau. C'est pas plus que ça. S'il a un projet immobilier ou que d'autres personnes changent de travail aussi dans sa société et ont des projets immobiliers, il vous le dira. Mais c'est un bon réseau, une bonne raison d'animer son réseau. Je vous ai parlé tout à l'heure des 10% qui permettent de passer un nouveau levier. Je vais vous montrer un exemple juste après avec cette agence immobilière, mais avant, je voulais vous montrer ce qu'ils avaient fait et je vous laisse apprécier la vidéo. Into the thick of it, into the thick of it, into the thick of it. I know I may be young, but I've got feelings too. Now watch me. Into the thick of it, into the thick of it, into the thick of it. But we can't see where we're going. Into the thick of it, into the thick of it. Bon, après, le bien est magnifique, on va pas se mentir. C'est plus facile de faire des belles vidéos quand on a un bien magnifique. Mais la réalité, c'est que cette agence immobilière-là, c'est une agence qui bosse à Los Angeles, qui marchait assez bien, mais qui n'était clairement pas dans le top 10 des agences immobilières de Los Angeles. Elle s'est mise à communiquer sur TikTok il y a 3 ans maintenant. Et en fait, assez vite, ça a commencé à fonctionner. Puis elle a fait un carton, puis au bout d'un moment, tout le monde ne parlait que de cette agence immobilière-là. Elle est clairement rentrée dans le top 5 aujourd'hui, ça fait partie des agences immobilières les plus connues de Los Angeles. Ils rentrent des mandats grâce à TikTok. C'est là où sont les 10%. C'est là où il y a des opportunités qu'il faut aller chercher quand vous entendez parler de quelque chose de nouveau que tout le monde utilise et qu'il n'y a pas encore tout le monde dessus, qu'il n'y a pas de concurrence. C'est là où il y a des Eldorado. Et cette agence-là est rentrée dans le top 5 grâce à une stratégie TikTok. Une stratégie TikTok où on pensait à l'époque que le réseau social ils étaient pour les enfants, avec des biens immobiliers à plusieurs millions d'euros. Donc testez un maximum de choses sur les réseaux sociaux et ailleurs pour pouvoir vous différencier. Là, on a beaucoup parlé de la communauté de clients. Je vais vous faire juste un petit point sur la communauté de professionnels aussi. Sachez vous entourer des bons professionnels pour réussir à travailler correctement sur un secteur. La plupart des gens que je connais dans l'immobilier qui marchent très très bien, ils bossent aussi avec d'autres professionnels qui sont très bons sur leur secteur. Et très souvent, ils font de l'intercabinet, ils vont chamailler sur un mandat, ils vont chercher un mandat à 2. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « bon agent immobilier, reconnais bon agent immobilier ». Et ils bossent ensemble et ils ont compris qu'en fait, leur concurrent, c'était pas l'agent immobilier qui bosse bien. Il y en avait 2. Il y a l'agent immobilier qui bosse mal, parce qu'en vrai, ça dessert la profession. Et donc, moins il a à manger, mieux c'est. Et après, le vrai concurrent, c'est le particulier. Donc, bossez avec les bons professionnels sur votre zone de chalandise pour faire la différence. Et même si demain, parce que le monde il est en train de s'internationaliser, imaginons que demain vous vendez un bien à Nîmes pour quelqu'un qui veut aller habiter à Montréal, il y a des outils comme Rissas. Franchement, ça m'a pris 4 clics de trouver les 409 agents immobiliers qui bossent sur Montréal et qui sont référencés là-dessus, d'aller voir sur quelle zone de chalandise ils bossent, d'aller voir la typologie de biens qu'ils ont, comment ils travaillent sur les biens et ainsi de suite. Et si j'ai ce client-là qui vend à Nîmes et qui veut aller vendre à Montréal demain,
bah, je peux lui faire une présélection d'agents immobiliers et lui offrir une expérience que personne d'autre n'est capable d'offrir aujourd'hui à Nîmes. Et donc, le bouche à oreille qui va avec. Je vous dis ça parce que nous, on a beaucoup travaillé notre réseau de professionnels dans notre secteur et je vais finir avec les conseils justement des agents immobiliers les plus extraordinaires que j'ai rencontrés. Le premier, c'est Mauricio Imanski. Mauricio Imanski, c'est le meilleur agent immobilier de Los Angeles. Lui, il a dû voir d'un œil intéressé les petits de TikTok arriver et monter sur sa zone de chalandise. C'est un mec qui a vendu énormément de biens de luxe. Et en fait, lui, il a ce conseil que je trouve assez cool, que j'ai un peu twisté pour l'expliquer. C'est le conseil de l'elevator pitch, je l'appelle. Aujourd'hui, en tant que professionnel de l'immobilier, vous le savez très bien. Dès que vous allez rencontrer quelqu'un, dès que vous allez parler avec quelqu'un et qu'il va savoir que vous faites de l'immobilier, il va vous poser des questions sur l'immobilier, sur le marché, sur les prix en ce moment. Vous allez être obligé de parler d'immobilier avec tout le monde. Voilà, si vous avez bossé un elevator pitch qui est puissant, qui est efficace, en 1 minute 30, vous allez pouvoir le convaincre que vous êtes le professionnel de l'immobilier qui bosse le mieux sur son secteur. Pour ça, c'est simple, il faut travailler cet elevator pitch, s'entraîner un maximum de fois et surtout se mettre à jour sur l'ensemble des données de son secteur pour toujours être à la pointe des dernières informations et pour pouvoir convaincre le client. Vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression et cet elevator pitch, il peut vraiment faire la différence par rapport à l'ensemble de vos concurrents qui ne voudront pas en parler ou qui en parleront mal ou qui ne seront pas à jour sur la data. Lui, il a travaillé à fond là-dessus parce qu'il sait que c'est ce premier truc-là qui fait la différence. Et il a même rentré des mandats, il a plein d'histoires, il a rentré des mandats dans des salles d'attente de médecins, dans des bars. Et il a même rentré le mandat un jour dans un concert de rock où il y a un mec avec qui il parlait au bar qui lui a dit « Attends, mais t'es agent immobilier, attends, je vais te... » Tac, il a fait rentrer dans les backstage et à la fin, il a vendu le bien immobilier du guitariste du groupe de rock. Et on parle de biens immobiliers à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, si vous travaillez très fort votre elevator pitch, vous ferez la différence auprès de vos clients. Et je trouve que c'est un conseil qui est magique pour le coup. La deuxième personne que je voulais vous présenter, c'est Fredrik Eklund. Fredrik Eklund, c'est un Suédois qui, quand il était petit, son père l'avait emmené à New York et il a toujours rêvé du coup de faire de l'immobilier. Sauf qu'il s'est un peu laissé porter par la vie, comme beaucoup de gens. Et à 25-30 ans, il était barman. Et là, il prend la décision de, en fait, je veux devenir agent immobilier, je veux vendre des gratte-ciel à New York. Du coup, il commence à se poser un premier objectif sur 1 an de devenir agent immobilier. Puis de commencer à vendre des biens de neuf, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, il explique qu'il s'est posé des objectifs à 6 mois et à 1 an, qu'il regardait quand il n'atteignait pas ses objectifs. Il se posait la question de pourquoi il n'avait pas atteint ses objectifs et comment il pouvait faire mieux. Et quand il avait atteint ses objectifs, il se posait la question de pourquoi il ne s'est pas posé un objectif plus ambitieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à devenir l'agent immobilier qui a fait le plus de chiffres d'affaires au monde en 2017. Et cette histoire, ça a duré, c'est en 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans qu'il arrive à ça. Donc si vous voulez améliorer votre vie, certains aspects de votre vie, fixez-vous des objectifs. Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de faire le plus de chiffre d'affaires, ça peut aussi être avoir plus de temps pour ses enfants, être moins stressé, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Fixez-vous des objectifs, remettez-vous en question et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Troisième personne, Dolly Lenz. Dolly Lenz a été l'agent immobilier personnel de Donald Trump, avant que Donald Trump devienne président des États-Unis et chef des réseaux sociaux de Twitter. Pour être agent immobilier personnel de Donald Trump, il faut avoir fait ses preuves. Elle a commencé en tant que conseiller immobilier au départ, vraiment lambda, et c'était difficile. Enfin, ça a été très difficile de rentrer son premier mandat. Et elle raconte son histoire où elle dit ça fait un moment, j'arrive pas à rentrer des mandats, c'est horrible. Elle rentre chez elle un soir, elle est fatiguée. Il y a cet apéro où je vais pouvoir potentiellement rencontrer des gens, mais bon, comme toujours, je m'ennuie un peu et compagnie. Elle veut juste s'affaler sur le canapé et servir un verre de vin. Finalement, elle finit par se motiver et elle y va. Et évidemment, c'est ce jour-là qu'elle a rentré son premier mandat. En fait, ce qu'elle garde comme souvenir de ça, c'est une sorte de mantra, une manière de travailler, une manière de voir les choses. Elle se dit qu'à partir du moment où 90% de vos concurrents vont s'arrêter et se poser et se reposer, les 10% qui font l'effort, c'est eux qui rentreront les mandats que les autres ne rentrent pas. Et grâce à ça, elle a construit une machine de guerre qui s'appelle Dolly Lenz Real Estate. Je crois que c'est 14 ou 15 agences
La plupart sur Manhattan, puis ça bouge un peu à Brooklyn et compagnie, mais pour créer un réseau d'agences avec son nom et son prénom dedans, comme ça, il a fallu se bouger un peu les fesses, et c'est ce qu'elle a fait, et elle a gardé ce mantra-là. Donc, faites les 10% que les autres ne veulent pas faire, et c'est comme ça que vous allez rentrer les meilleurs mandats. Dernière personne dont je voulais parler, John Murray. John Murray, c'est l'agent immobilier qui fait le plus de ventes aux États-Unis. Il fait 1800 ventes par an. Bon, alors, ce n'est pas comparable, parce que c'est des marchés qui sont différents. Une vente, 2 unités, donc et puis ils ont une équipe derrière. Mais le fait est qu'il fait 1800 ventes par an. Et que ça reste l'agent immobilier numéro 1 aux États-Unis. Et quand tu parles avec John Murray, tu te rends compte, bon, déjà que c'est une machine, moi je l'appelle la machine. Il connaît tous ses chiffres. Il sait exactement combien il dépense, à quel endroit, combien ça lui ramène de contacts, combien ça lui ramène de rendez-vous, combien de ces rendez-vous sont transformés en mandats, combien de ces mandats sont transformés en ventes. Il maîtrise tous ces chiffres et il améliore à chacun de ses passages. Et après, il améliore ses budgets, il coupe des budgets, il en remet de l'autre côté. C'est tellement une machine que la première fois que j'ai entendu parler de lui, il était déjà numéro 1. Il faisait 1200 ventes par an. L'année d'après, il faisait 1400 ventes par an. L'année suivante, 1600. Et la dernière année, 1800 ventes par an. Pour lui, tout ça, c'est mathématique. Donc, contrôlez vos chiffres, contrôlez cette data qui est de l'or en barre, et que c'est grâce à ça que vous aurez un pipe constant et que vous pourrez ne jamais être stressé. Contrôlez ce pipe qui vous permet de rentrer du contact et de transformer des mandats. J'ai presque plus d'autres conseils, à part le fait que c'est cool les conseils, mais en fait on ne sait jamais ce qu'ils valent tant qu'on ne les a pas appliqués. C'est la grosse problématique des conseils. Moi, ce que je vous conseille de faire, dernier conseil, c'est pas d'appliquer les 45, parce que les 45 conseils, ça va certainement être un petit peu compliqué. C'est d'appliquer un conseil, un seul qui vous a plu. Vous pensez que ça a de la valeur pour vous, pour votre zone de chalandise, pour la manière dont vous travaillez. Et si ce conseil vous a fait gagner du temps ou de l'argent, c'est du temps ou de l'argent que vous allez pouvoir investir dans un deuxième conseil à mettre en place. Puis dans un troisième, puis dans un quatrième, et potentiellement dans les 45 conseils que vous allez pouvoir retrouver ici. Vous pouvez soit flasher le QR code, soit récupérer l'URL, soit venir me parler tout à l'heure. Je ne serai certainement pas très loin du bar. Merci à tous de m'avoir écouté. Et juste un dernier point, dernier conseil, comme ça on sera à 53. Il y a beaucoup plus de 50 conseils dans cette présentation. Profitez de cette journée pour prendre le maximum d'énergie, d'idées et de choses pour mettre en place des choses réellement demain dans votre quotidien. Profitez-en à fond, vous avez 2 jours incroyables. Donc bravo à Julien et merci à tous pour votre attention.